qui m'a frappée en France, c'est que les gens te disent pas c'est pas pour toi. Ils te disent ça n'existe pas. Et au lieu de dire tiens c'est intéressant, ça n'existe pas, mais non ça n'existe pas donc on va pas le faire quoi. Et c'est je crois ça qui m'a le plus complètement frappée. Mais ça n'existe pas, mais je t'explique que c'est intéressant donc peut-être on va essayer de le faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Comme vous le savez, au fil de chaque épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas eu peur de tenter leur chance, de se tromper ou d'échouer. Des femmes et des hommes qui ont accepté de dévoiler ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Nous allons parler d'ambition, de réussite, d'argent, mais aussi de mission et de sens. J'espère qu'en écoutant ces entrepreneurs, vous oserez à votre tour. Bienvenue dans Ose. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme qui répare les femmes. Chaque jour, elle soigne, écoute et aide celles qui sont victimes de violences physiques et psychologiques. Originaire du Liban, cette fervente défenseuse de la cause des femmes en a fait le cœur et la raison de son aventure entrepreneuriale. Après avoir fait ses études de médecine à Paris, elle exerce dans plusieurs établissements avant de se confronter aux inégalités et à la précarité de la santé au sein de l'hôpital de Saint-Denis. C'est en réaction au parcours difficile des patientes qu'elle rencontre qu'elle décide de fonder la Maison des Femmes en 2016, un lieu d'accueil, de consultation, de prévention et d'orientation pour toutes les femmes en difficulté. Soutenue par Alexandra Lamy, Philippe Catherine, Natou ou encore Jeanne Damas, la Wonder Woman de Saint-Denis est avec nous pour nous parler de son parcours engagé, véritable modèle de réussite de l'entrepreneur social. Bonjour Radha Ratem. Bonjour Alexandre. Ça te fait sourire, le Wonder Woman ? Oui, ça me fait sourire. Et puis l'entrepreneuriat social, c'est sûr que c'était pas une étiquette que j'avais anticipée. On parlait de la Maison des Femmes, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, résumer la mission de la Maison des Femmes pour nos auditrices et nos auditeurs ? Alors, très précisément, c'est un lieu où on peut aller quand on est victime de violence et quand on se sent vulnérable dans sa santé. Et on sait que tous les événements de vie difficile affectent la santé. Donc en fait, ça concerne énormément de femmes. Et il n'y avait pas de lieu avant pour que ces choses-là soient parlées et prises en considération. Donc ce lieu est innovant à ce sens-là. Selon moi, et c'est comme ça que je te décrivais récemment, on pourrait te décrire comme la version féminine du lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Bah, tu vois, ça pourrait être pire, hein. Comme lui, tu as fait de la pratique de la médecine un engagement militant. Est-ce que c'est une inspiration pour toi ? Tu l'as rencontré, le professeur ? Oui, je connais Denis et effectivement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais on joue pas dans la même cour. Denis vit très dangereusement dans une région du monde où les choses sont effroyables et je pense que son engagement est beaucoup plus dangereux que le mien. Moi, je travaille dans une région où c'est compliqué, mais je vis dans un pays de droit, ou presque. Tout de même, avant de devenir entrepreneuse sociale, tu disais, tu as fait des classes dans différents établissements parisiens. Une fois tes études de médecine terminées, comment justement tu arrives aujourd'hui à concilier ces deux métiers ? Si je te rencontre pour la première fois, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Radha ? Tu me dirais quoi ? C'est quoi la réponse que tu as l'habitude de faire ? Tu dis médecin ou tu dis activiste ? Comment tu te définis ? Non, je dis pas activiste, je dis médecin et je peux rajouter aussi engagé auprès des femmes pour défendre leurs droits et leur droit à la santé, notamment. Tu me disais non activiste. C'est quoi ta différence que tu verras entre activisme et engagement ? Bonne question. Je suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence, mais peut-être qu'activiste me semblerait un peu prétentieux. Je ne m'affaire pas, si tu veux, dans la rue. Je ne suis pas une femelle. Je n'agis pas comme ça, mais j'agis plutôt concrètement en donnant la possibilité aux personnes qui travaillent avec moi de faire ce métier un peu difficile qu'on appelle la gynécologie sociale et qui est un métier qui n'a pas vraiment de lettres de noblesse parce qu'il n'est pas récompensé par des titres de professeur ou des publications scientifiques très poussées, mais qui est extrêmement précieux pour les personnes concernées. Et tu me disais donc médecin, tu me disais engagé, tu me précisais pas entrepreneur. C'est parce que ça peut arriver à 20 ans, tu as fait ça quelques années après, que pour toi c'est encore difficile à prononcer, à dire, tu te considères pas toi-même comme une entrepreneuse. Comment tu vis ça ? Si, bien sûr, j'entreprends. C'est sûr que j'ai entrepris. Donc, à ce titre-là, peut-être que je pourrais m'autoriser à m'intituler entrepreneuse.
En même temps, on n'a pas l'habitude dans nos métiers de soins voilà, à moins d'avoir créé une chaîne de clinique où là tu te dis je suis un entrepreneur. Mais aujourd'hui, ma petite entreprise, elle est très modeste. Elle rayonne et ça c'est merveilleux. Mais je n'embauche pas 200 personnes et on est loin du CAC 40. Oui, mais ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux être entrepreneur avec 3 personnes, 5 personnes. Il y a pas... Bien sûr. Ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il est protéiforme. Donc, tu as réussi à te faire un nom dans les hôpitaux parisiens en tant que gynécologue obstétricienne. Tu m'aides. Et puis, tu aurais pu t'arrêter là, mais tu as toujours voulu en faire plus. Donc, c'est ça qui est assez intéressant dans ton parcours. Beaucoup de gens, justement, qui n'arrivent pas à franchir ce pas-là. Toi, tu as hésité longtemps avant de lancer la Maison des Femmes. Ça te paraissait une évidence? Tu pensais que d'autres personnes allaient le faire à ta place? Pourquoi tu t'es lancé à faire autre chose que ce que tu faisais parfaitement depuis des années? Parce que pour le coup, tu as raison. J'ai toujours voulu avoir, non pas un coup d'avance, mais mon raisonnement, ça a toujours été, qu'est-ce qui manque? Dans cet hôpital, dans cette région où je suis, qu'est-ce qui manque? Parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de boucher les trous. C'est pas très élégant. Mais quand tu es dans des structures, par exemple, très, très, très organisées, je pense à la médecine dans l'armée, par exemple. Où t'es passé justement avant d'aller à l'hôpital de Saint-Denis. C'est pour ça que je prends cet exemple. Eh bien, c'est une médecine très organisée, mais peut-être que ce qui m'a paru manquer, c'était une dimension un peu plus proche du patient. Donc là, j'avais à cœur d'injecter ça. Et quand tu es dans d'autres endroits où tu te dis, bah là, qu'est-ce qui manque ici pour que l'offre de soins soit complète? Dans certains hôpitaux, il manquait de la prise en charge de la stérilité. Dans d'autres, il manquait le cancer du sein. Et là, je me suis dit, à Saint-Denis, ce qui manque vraiment, c'est un lieu pour les femmes. Tu vois, je raisonne plutôt comme ça. Est-ce qu'il y a eu un événement, Radha, qui est apparu, qui t'a justement poussé à dire, il faut que je le fasse, il faut que je me lance? Est-ce qu'il y a eu un événement, un soir, un moment, un jour où c'était juste l'accumulation de ce manque qui t'a fait te lancer? C'était l'intuition, d'abord, parce que je suis très intuitive, et l'extrême conviction que c'était quelque chose qui manquait et que si je l'apportais, le public serait là parce que le public en avait besoin. Après, bien sûr, dans ma carrière, il y a eu énormément d'événements, de femmes qui ont vécu des choses qu'elles m'ont racontées et qui m'ont émue. Et notamment une de mes patientes qui s'est fait tuer par son mari. Et ça, c'est aussi l'occasion pour nos médecins de prendre conscience de notre insuffisance, enfin du fait qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que parfois les choses nous échappent. Donc là, je me suis dit qu'il fallait peut-être aller encore plus loin. Aujourd'hui, quelques années après, tu vois à quel point c'est compliqué. Je pense que, comme tout entrepreneur que je suis également, l'entrepreneuriat est très difficile. Malgré ça, est-ce que tu te relancerais tout de suite? Si je te disais, tiens, dans 5 ans, ça va être compliqué, tu recommencerais quand même? Ou tu te poserais la question 2 fois? Je me poserais la question 2 fois parce que, effectivement, je n'ai pas anticipé au début ce que j'allais vivre. Ça fait 8 ans que je suis là-dessus. Et à chaque fois, je me dis, ça ira mieux l'année prochaine, mais ça va jamais mieux. Il y a toujours un challenge de plus, il y a toujours une difficulté de plus. Mais je crois que j'irai quand même parce que je dois aimer ça. Je dois être un peu maso. Saïd Amouche, fondateur de Mosaïque RH, que j'ai reçu dans ce même podcast, disait que pour lui, il n'y a pas de différence entre un entrepreneur social et un entrepreneur tout court. Est-ce que toi, tu es d'accord aussi avec ce raisonnement, que c'est la même chose? Oui, je pense qu'il a raison. Je pense que ce que ça mobilise est de même nature. Après, le produit fini n'est pas le même. Et peut-être que pour des personnalités qui ont choisi des métiers, des métiers un peu au service des autres, effectivement, notre productivité est très orientée vers le care. C'est, je crois, la seule différence. À l'introduction, tu nous expliquais rapidement ce qu'est la Maison des Femmes. Est-ce que tu peux aller un peu plus dans cette définition et nous raconter déjà la genèse de ce projet? Tu nous disais que ça fait 8 ans que tu travailles dessus, parce que tu as travaillé avant que la première pierre soit posée, on est en 2016, et donc là, c'est de la réalisation de ce que tu avais en tête. Raconte-nous un peu la genèse de ce projet-là. Ça part, comme je te disais, toujours d'un besoin, c'est-à-dire que, étant responsable de la maternité de Saint-Denis, j'ai très vite vu que mon prédécesseur n'avait pas anticiper certaines choses parce que elles faisaient pas partie de ses sensibilités à lui. On a chacun, dans la médecine, c'est quand même très très vaste. La gynécologie obstétrique,
c'est un domaine très large et chacun d'entre nous a une appétence pour des actions. Donc moi, je suis très attachée aux droits des femmes, au droit à disposer de leur corps. Et ça passe par exemple par quelque chose comme le planning familial. C'est un endroit idéal pour ça. Donc j'avais à cœur d'avoir un planning familial beau, accueillant, puissant, efficace. Donc je suis partie centrale, de ça. Hein. Oui, avec une vraie portée éducative et presque politique, tu vois. Et donc je suis partie de ce besoin-là et je me suis dit ça serait quand même dommage de ne pas se servir de cet atout pour rajouter des prises en charge. Et donc j'ai rajouté l'excision, qui est aussi quelque chose qu'on fait au corps des femmes et qu'on ne devrait pas faire. Et puis j'ai rajouté les violences sexuelles et les violences conjugales. Et finalement, ça a pris une forme assez complète. Et là, il a fallu que je trouve un lieu. Et c'est comme ça, de fil en aiguille. Tu as une idée, tu te dis, ça serait sympa d'offrir ce soin-là, mais après, de quoi j'ai besoin? Oh, mais c'est genèse, parce que quand tu commences à ton parcours professionnel, tu n'es pas à l'hôpital de Saint-Denis, tu es dans d'autres cliniques ou des hôpitaux. Est-ce que tu voyais la même misère sociale? Est-ce que tu voyais tu parlais d'excision? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment vu pour la première fois réellement quand tu es arrivé à Saint-Denis? Est-ce que c'est justement cette genèse a été aussi fait de voir de plus en plus de difficultés et de souffrances chez ces femmes ou oui, pas? Bien sûr. Quand tu exerces à Paris dans un quartier bourgeois, tu vois de la violence conjugale, tu vois des jeunes filles qui ont vécu des violences sexuelles. Si je surfe sur l'actualité, Camille Kouchner, c'est pas du tout la précarité, hein. Et pourtant, cette famille a vécu les mêmes dysfonctionnements que beaucoup d'autres. Donc c'est moins fréquent. Arrivé à Saint-Denis, tu te prends ça, plus une extrême précarité, plus une migration terrible et des conditions de vie que personne ne tolérerait. Et là, tu te dis, trop c'est trop. Donc je vais en faire un vrai axe de travail. Quand tu parlais d'excision, à Saint-Denis, c'est les chiffres que tu nous donnais. Les femmes excisées représentent 14 à 16% des patientes de l'hôpital de Saint-Denis, c'est ça? Des femmes que nous voyons en maternité, donc par extension, même, faut imaginer, on me demandait, dans le 93, j'ai dit, que si c'était comme ça à Saint-Denis, c'était probablement comme ça dans tout le 93. Et quels sont les obstacles? C'est ceux qui intéressent aussi les entrepreneurs qui veulent se lancer. Quels sont les obstacles que quand tu as cette idée, que tu vas rencontrer? Ils sont faibles, ils sont importants. Ils disent c'est pas pour toi, t'es un médecin. Comment raconte-nous un peu justement ces obstacles? Si tu veux, ce qui m'a frappé, tu l'as dit en introduction, je viens du Liban, c'est un pays où on ose. Justement, pourquoi on ose? Parce que on n'a pas grand-chose. On n'a pas de sécurité de l'emploi, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de retraite, et donc c'est système D. Et donc on est quand même assez, je dirais pas élevé, c'est pas génétique, mais on sait que si on veut un truc, juste on le fait. Et donc ce qui m'a frappé en France, c'est que les gens te disent pas c'est pas pour toi, ils te disent ça n'existe pas. Et au lieu de dire tiens c'est intéressant, ça n'existe pas, mais non ça n'existe pas donc on va pas le faire quoi. Et c'est je crois ça qui m'a le plus marqué, mais complètement frappé. Mais ça n'existe pas, mais je t'explique que c'est intéressant donc. Peut-être on va essayer de le faire. Et t'avais essayé quand même de regarder, quand tu dis ça n'existe pas, t'avais quand même essayé de faire une mini étude de marché, t'avais essayé de contacter un peu ton réseau en France pour voir si nulle part ailleurs ça existait? Bien sûr, j'ai fait. C'était l'époque où je faisais un master en management à l'ESCP, donc tu vois, on était vraiment. Tu connaissais ces termes-là, étude de marché. Bien sûr, pas de problème. Je cherchais ma niche. Et pourquoi d'ailleurs t'es médecin, pourquoi tu vas à l'ESCP faire un master de management? Mais parce que c'est, en fait... il y a quelque chose qui te manquait? Bien sûr. À la faculté de médecine, tu apprends à faire de la médecine. Mais le problème quand tu es médecin, c'est que très rapidement, tu es chef d'équipe. Alors quand tu es jeune médecin, tu as 3 infirmières et une aide-soignante sous tes ordres, entre guillemets. Quand tu es chef de service, tu peux avoir 100 sages-femmes, 80 infirmières. On t'a pas appris. On t'a pas appris à motiver les gens, on t'a pas appris à les cadré. Et donc, effectivement, tu cherches une école pour apprendre à faire ça correctement. Et c'est pour ça que je suis allée à l'ESCP. Et là, c'est toi qui vas financer ou c'est l'hôpital de Saint-Denis qui finance ce master? Alors là, j'ai financé un peu et j'ai trouvé un laboratoire qui m'a aidé. Parce que c'est quand même, déjà, c'est la moins chère. J'avais regardé Sciences Po, c'était juste hors de prix. Mais c'est vachement intéressant d'aller dans un autre monde. Tu penses que tu n'aurais pas fait ce master-là? Et de nouveau, c'est pour les gens qui pourraient se positionner en disant, il me manque quelque chose. Tu penses que tu n'aurais pas fait cette session supplémentaire de travail? Tu l'aurais pas lancé, la Maison des Femmes? Tu penses que ça t'a aidé
avoir les bons réflexes ou pas du tout? Oui, je pense que on a besoin d'outils. De toute façon, tu peux apprendre beaucoup de choses. Et je trouvais que je me sentais plus légitime, peut-être, tu vois, en me disant, bah oui, je sais. Tu penses pas que c'est très français, ça, d'avoir un CV avec un... C'est très français. Non, mais c'est très français. Ouais. Mais simplement, je m'étais frottée à par exemple, tu vois, quelque chose qui m'avait marqué, le SCP, c'est qu'on avait une prof, je me souviens plus son nom, qui nous avait raconté la saga L'Oréal. Et tu disais, bon, ils ont une salle de brainstorming, ils ont des trucs comme ça. Tu peux pas imaginer sans que quelqu'un t'en parle. Où tu lis, Bien tu sûr. peux lire, etc. Mais bon, moi, ça m'avait donné des idées, des outils. Je pense qu'on a énormément à apprendre les uns des autres. Chaque expérience est singulière. À Marseille, ça peut ressembler à Saint-Denis, mais il y a quand même des spécificités. À Lyon, à Reims, à Rennes. Et je pense qu'on va avoir énormément de choses à apprendre ensemble. Et je vais dire aujourd'hui, c'est cette partie-là de l'aventure qui m'excite le plus. Les entrepreneurs sont toujours assez intéressés à essayer de définir le nom de leur entreprise. C'est compliqué, le nom d'une entreprise. Tu te poses plein de questions, un peu comme le nom d'un enfant. Toi qui en as vu tellement naître, c'est un sujet de discussion, parfois de dispute. C'est toi qui as trouvé le nom de la Maison des Femmes. Comment tu l'as trouvé? Ah, t'as honte. Alors j'ai honte, je vais te dire pourquoi. Parce que effectivement, avec ma directrice de l'époque, on s'était dit, on va trouver une femme géniale qui va inspirer toutes les autres, tu vois. Bon, on n'avait pas envie de reprendre pour la 350e fois Simone Veil. Et on s'est dit, bon, Malala Yousafzai, c'est dur à prononcer, etc., etc. Et on tournait en boucle et on trouvait pas. Et l'architecte nous a dit, écoutez les filles, vous me cassez les pieds, là, moi, faut que je finisse. J'ai fait un panneau Maison des Femmes, là, vous allez vous débrouiller. Donc c'est né comme ça. Aujourd'hui, je me dis, finalement, c'est très bien. C'est une belle histoire. Mais oui, parce que c'est en fait complètement neutre. C'est ce que vous êtes. Et finalement, c'est ce que nous sommes. Alors ça induit une petite... Les gens se disent, mais il y a une maison, on dort là. Bon, il faut toujours expliciter que c'est une forme de maison, que c'est une maison dans le sens de l'accueil, mais pas dans le sens de l'hébergement. Mais juste, je te coupe. Tu as raison, parce qu'aujourd'hui, je cherche un nom pour le réseau. Alors, Maison des Femmes, c'est un peu lambda. Et donc, on est en train de cogiter, de brainstormer là, à mort. Tes études t'ont fait du bien, là. On va voir ce que tu vas réussir. Et donc là, t'as quelque chose, t'as quelque chose que tu... Écoute, aujourd'hui, je te le livre en avant-première. Ça tourne autour de Restart. Donc, tu prends l'anglais. Oui, parce que tu vois, on a été sollicité par le Mexique, par exemple. Et donc, on se dit, si on est une chaîne, tu vois, alors maintenant, c'est les mots, c'est branding, c'est tout ça. Mais si on est une chaîne internationale, pourquoi pas prendre un nom anglais? Donc j'hésite. Rada, le médecin devient tout d'abord entrepreneur social, et puis là, se dit que va créer sa multinationale. On va parler de ce sujet-là tout de suite, qui est le déploiement. Tu as démontré en quelques années un succès réel, que tu peut-être peux évoquer aux auditrices et aux auditeurs. Comment t'arrives déjà, toi, à définir ou à calibrer ton succès, mais surtout après, comment t'as envie d'aller à l'étape d'après? Moi, je pense que les gens votent avec leurs pieds. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, tu dis voter politiquement, tu veux dire? Ils vont là où ils se sentent bien. Tu vois, il m'est arrivé d'être dans différentes maternités. Et à chaque fois, ce que j'observais, c'est que quand tu traitais bien les gens, tu avais une croissance exponentielle de ta fréquentation. Je te parle schéma. Donc, quand tu arrives dans une maternité qui fait 3000 naissances et que 3 ans après, elle fait 4700 naissances, tu te dis, ce que j'offre convient. À la Maison des Femmes, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on a commencé très modestement. Très rapidement, on était trop petits. Très rapidement, on nous a envoyé des femmes de partout. Donc ça, c'est un premier succès pour nous. Deuxième succès, on a eu des femmes qui pouvaient sortir du parcours. C'est-à-dire qu'on voyait que en étant passées chez nous, elles ressortaient de là plus libres, en meilleure santé, capables elles-mêmes d'entreprendre. Tu vois, je me souviens d'une femme que j'avais juste opérée de son excision. C'est vraiment pas grand-chose, au fond. Et elle était victime de violences conjugales. Ça lui avait donné une telle assurance que, 1, son mari filait doux, méconnaissable, et 2, elle m'a dit, ça y est, je lance mon entreprise de produits de beauté à base de karité, ça fait 20 ans que j'en rêve et que j'osais pas. Boum. Voilà. Et tu vois, des belles histoires comme ça, j'en ai plusieurs. Donc je me dis... Mais est-ce que t'as réussi Ça fait la différence. Est-ce que t'as réussi, ça c'est du baume au cœur pour quelqu'un comme toi, évidemment, mais est-ce que t'as réussi à structurer ça? Est-ce que t'as réussi à définir, si tu dis 15 000 personnes qui sont passées dans votre maison, est-ce que tu peux dire, voilà, sur ces 15 000, il y a eu tant de ces belles histoires, ça a changé tant. Est-ce que tu as réussi à définir votre impact?
Non, pas encore. Ça, c'est vraiment un travail au long cours. Aujourd'hui, on a plusieurs travaux autour des mesures d'impact et on se demande si on va pas se faire aider aussi par une boîte qui saurait faire ça. Dont c'est le métier. Oui, parce que c'est très important. Donc, parlons de duplication de modèles, qui, on sait, pour toi, un sujet, tu l'évoquais juste avant. C'est aujourd'hui la maison de Saint-Denis. Tu as cette volonté, et je le sais parce qu'on a eu ces discussions déjà par le passé, que tu as eu beaucoup de demandes d'autres RADA françaises ou non, qui sont dit et français. Venez dans ma ville. Donc, est-ce que tu peux là aussi expliquer où t'en es sur ce problématique-là? Est-ce que tu as envie justement de donner ce que tu as pu imaginer, développer pour d'autres hôpitaux? Parce que il faut à chaque fois, ça c'est important, il faut chaque fois que ça soit adossé à un hôpital. Ça doit être public ou privé ou Ça peut être public ou privé, mais il faut qu'il y ait un établissement de santé puisque nous venons du monde de la santé et que nous offrons des soins. Bah, aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet qui était un sous-sujet, probablement que MeToo, probablement que tous les scandales qui, tous les 3 mois, il y en a un nouveau en France, on lui en donné les lettres de noblesse qu'il n'avait pas. Donc aujourd'hui, les gens se disent, c'est vraiment un sujet santé. Donc je ne peux pas ne pas m'en occuper. Et comment je vais faire? Bah, à ce moment-là, les gens vont au plus simple. Ils disent, bon, bah, quelqu'un l'a fait, ce que j'aurais fait il y a 10 ans. Je vais aller voir cette personne et de fil en aiguille, effectivement, les gens repartent avec la conviction que ce modèle tient la route et qu'ils pourraient le dupliquer assez facilement dans leur hôpital, dans leur ville, dans leur région. Et je trouve que c'est ça aussi qui, pour nous, est une mesure d'impact indirect, si tu veux, mais qui démontre quand même la force du modèle. Cette maison des femmes de Saint-Denis, tu l'imaginerais dans combien d'autres établissements de santé en France? Je pense que chaque ville, ouais, non, mais chaque ville, c'est même plus un rêve. Chaque ville de moyenne importance devrait en avoir une, et puis une ville comme Paris pourrait en avoir 3. Tu vois, c'est pas excessif. Et moi, mon objectif final, c'est d'abord que les femmes aient une santé et une justice de proximité, parce qu'aujourd'hui, les gens sont quand même dans des difficultés de vie encore plus importantes qu'avant. Donc, plus c'est proche, plus c'est efficace. Et puis, un peu plus tard, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que nous soyons un vrai réseau actif, un réseau qui partage. Je pense qu'on a énormément à apprendre les uns des autres. Chaque expérience est singulière. À Marseille, ça peut ressembler à Saint-Denis, mais il y a quand même des spécificités. À Lyon, à Reims, à Rennes. Et je pense qu'on va avoir énormément de choses à apprendre ensemble. Et je vais dire aujourd'hui, c'est cette partie-là de l'aventure qui m'excite le plus. Tu nous parlais de ces prochains déploiements. Tu nous parlais aussi de l'international. Là aussi, c'est un sujet qui pourrait t'intéresser ou tu as envie de passer le bébé ailleurs, dans d'autres pays? C'est intéressant, l'international, parce que c'est encore des expériences humaines radicalement différentes. Je l'avais pas imaginé, mais quand les gens viennent me voir comme ce médecin, un psychiatre mexicain, qui lui est reparti en disant j'en veux 2 à Mexico, donc bon, et puis on a eu le Covid. Mais tu vois, je suis en relation avec un entrepreneur très 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 talentueux en Arabie Saoudite, et on rêve tous les deux, parce qu'on a beaucoup sympathisé, de créer une maison des femmes à Jeddah. Alors tu vois, c'est pas facile. Il y a plus simple. Mais à Beyrouth? Beau challenge. Et à Beyrouth aussi. Mais j'ai pas encore de porteur de projet à Beyrouth. Donc à chaque fois, et pour ceux qui voudraient porter ce projet-là, il faut avoir évidemment un porteur de projet. Et un financier, si possible. On va venir sur ce financement. C'est un très bon passage sur le sujet prochain. Le financement. Toi, qui pour le coup a toujours été assez éloigné de ces sujets-là, parce que c'est pas un médecin qui va aller taper aux portes de financiers pour grandir et pour se développer, t'as dû le faire. T'as dû te confronter à ce qui est quand même le départ de beaucoup d'entrepreneurs ou de tous les entrepreneurs à aller chercher des financements. Comment ça s'est passé? Douloureusement. Mais là aussi tu le savais, tu savais que c'est tu étais persuadé que t'allais arriver, t'allais taper, t'allais montrer et que les gens allaient te suivre. Tu pensais ça au départ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis dit là, tu atteins tes limites de compétences. Donc, on va voir de quoi t'es capable. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais partie avec un projet beaucoup moins ambitieux. J'étais partie au début sur on va construire une petite maison Bouygues, tu vois, 250 000 euros. Bon, peut-être que si je tape tous mes copains, je vais peut-être y arriver. Très rapidement, la maison Bouygues, ça tenait pas la route, évidemment. Et le projet est devenu plus ambitieux. Et là, il a fallu, comme toujours, tu vas avoir un levier, c'est-à-dire quand tu ne connais rien, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas de réseau, quand tu n'as pas de copain qui lui-même a un réseau, il peut t'introduire,
t'es obligé de piocher. T'avais pas de réseau? Rien, j'avais rien. J'étais un médecin. On est tous un réseau. Et alors, médecin, j'avais un réseau de copains, mais tu vas pas loin avec ton réseau de copains. Et le copain doit avoir peut-être des copains eux-mêmes, non? Ouais, mais en médecine, c'est pas comme dans les entreprises. Oui, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Non, pas à l'hôpital. D'accord, pas à l'hôpital. D'accord. Tu sais, je fréquentais pas l'hôpital américain. Et donc, il te faut rentrer quelque part. Et c'est ça le plus dur, en fait. Et là où il a fallu ne pas désespérer, j'ai eu 2 paliers. Premier palier, trouver quelqu'un, un être humain quelconque qui me dise oui, c'est intéressant, je vais mettre un peu d'argent là-dedans. Ça a été le premier truc le plus dur. Et donc je l'ai eu avec qui c'était? Et c'était Céline Bonner de la Fondation Kering. Ça tombait bien puisque c'est vraiment le sujet de la fondation. Donc c'est elle qui vient de voir, c'est toi qui va. Non, c'est moi. Je la passe 200 coups de fil, j'envoie 3000 mails et je finis par avoir un être humain au bout du fil qui me dit ça a l'air intéressant, je vais venir voir. Premier succès, tu vois, quelqu'un va venir voir. Donc ce jour-là, tu te souviens ce jour-là quand elle arrive? Je me souviens de comment elle était habillée. Et toi, comment tu étais habillée aussi? Pas moi, non, mais elle. Parce que tu comprends, c'est cet oiseau rare qui venait me voir, je l'ai évidemment scanné. Ah oui. Voilà, donc ça c'était un premier moment très fort et là elle me dit oui, François-Henri Pinault a décidé de vous allouer 70 000 €, tu vois, c'était Noël. Ensuite, elle me présente, et tu vois, la puissance du réseau, à ses amis proches des fondations. Donc là, j'en ai 2 autres. J'en ai deux autres. Et pendant presque 2 ans, je n'avais que ces 2-là. Donc tu vois, au bout d'un moment, j'avais, je sais pas moi, 100 000 €, 120 000 €, et plus rien. Et je n'arrivais plus à tirer quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, je vais rendre l'argent à François-Henri Pinault et je vais aller faire autre chose parce que ça va pas marcher, mon truc. Et là, ces 3 nanas, on s'est vues et revues et elles m'ont dit, tu ne craques pas, on est avec toi, on va faire le ramdam, on va taper toutes nos copines de toutes les fondations. Et c'est là que je suis passée à un degré supérieur. Et 8 ans après, je me dis en fait, plus ça va, plus c'est facile. Et s'il y a un message à passer, c'est que effectivement, quand tu as un réseau et que tu as le réseau du réseau du réseau, et qu'un jour tu as besoin de 100 000 €, c'est comme il y a 10 ans quand j'avais besoin de 10 000 €. Ça me demande le même effort. C'est fou. Tu penses que c'est aussi le marché qui a évolué, qu'il y a plus d'argent aujourd'hui qui est redistribué à des causes, ou est-ce que tu penses vraiment c'est que ton réseau est juste plus important et tu connais les bonnes personnes aujourd'hui? Mon réseau m'a permis de rencontrer Alexandre Mars. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais bon, il y a 10 ans, jamais j'aurais rencontré Alexandre Mars. Et puis aujourd'hui, je pense que la solidarité a pris un sens nouveau et on a vu que c'est devenu complètement exponentiel avec le Covid. C'est comme si les gens s'étaient dit, il faut que je participe. Je peux pas rester spectateur, il se passe trop de trucs, c'est trop violent. Et j'ai vu des entreprises, tu vois, qui par exemple recyclaient, donnaient moins de bonus, les PDG disaient on va se payer moins un peu cette année, on va faire un petit fonds. Ça n'existait pas, ça, il y a 10 ans. Est-ce que tu donnerais de nouveaux conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment dans ces levées de fonds au démarrage? Est-ce que là, avec un peu de recul, tu dis, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire différemment? Je pense que j'aurais dû être plus systématique dans ma manière d'appréhender les gens, tu vois, peut-être aller avec des dossiers beaucoup plus complets, peut-être essayer sans arrêt de passer au-dessus des gens qui te barrent la porte tout le temps, de pas t'arrêter à la secrétaire, à la standardiste. Mais au début, tu n'oses pas. Ouais, tu te dis, mais qui suis-je pour dire, écoutez, passez-moi votre patron. Ouais, je parle pas avec vous, quoi. Ouais, je pense que c'est... T'es dépassée vendeuse, pourtant. T'es une bonne vendeuse de ce que tu fais. On t'écoute, t'as progressé. Non, t'étais comme ça tout le temps. Tu changes pas. Si tu veux, non, mais en fait, il faut que tu sois convaincu de ce que t'as à vendre. Tu vois, je suis pas là pour vendre du sable à un bédouin. Je suis là pour vendre un truc que j'ai testé, qui marche, et c'est beaucoup plus facile. Si tu as été élevé comme t'es capable comme un mec, ma fille, ça peut te donner des ailes. Alors que combien de filles ont été élevées dans « c'est pas pour toi ». Tu es une femme franco-libanaise, tu t'appelles Rada Hatem. D'ailleurs, j'aurais pu te recevoir dans mon autre podcast qui s'appelle « Contre toute attente », qui raconte des histoires, des trajectoires de vie assez incroyables de personnes qui n'auraient pas forcément dû suivre ces parcours de vie. Est-ce que tu penses que ces 3 points-là, donc ton prénom marqué, tes origines, et ainsi que ton genre, ont été un frein dans le développement de ta carrière ou de l'entrepreneuriat? Non.
Non. Tu l'as jamais senti? Pour pas trop. Pas alors, trop, c'est prénom, pas non. Hein. Je sais pas, parce que je pense qu'un garçon se serait peut-être aussi confronté à des limites. Mon prénom est un peu bizarre et en même temps, il ne dit rien, donc les gens ne savent pas trop de quoi ça parle. La plupart du temps, ils te disent quoi? Quand les gens te disent tu viens d'où, ils te disent t'as un autre endroit du monde que le Liban. Je peux passer pour une Ashkénaze, une Iranienne, tout. Ouais, ça tout le fait. J'ai les yeux bleus. J'ai une éducation catholique. Donc j'ai des référentiels qui passent, tu vois, plein de choses. J'ai fait mes études au lycée franco-libanais, donc toutes mes références culturelles sont franco-françaises. Et j'ai la laïcité chevillée au corps. Et je pense que tout ça fait qu'en fait, ça passe très bien. Une fois que les gens disent c'est quoi ce prénom bizarre, ah bon, bah non, mais bon, ok, c'est une nana, mais ça va aller. Et non, je n'ai pas été... pas un frein. Non. Et je vais te dire ce qui vraiment, je pense, qui est un plus, notamment pour les filles qui viennent des régions où c'est pas spontané. Le fait que ton père, et je te dis parce que j'ai partagé cette expérience avec beaucoup d'amis, ne t'a pas mis de limite parce que tu n'étais pas un mec. Et ça, je pense, c'est très très important pour toutes les femmes du Proche-Orient, de même l'Iran, l'Afghanistan. Si tu as été élevée comme t'es capable comme un mec, ma fille, ça peut te donner des ailes. Alors que combien de filles ont été élevées dans c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu parlais tout à l'heure du réseau, qui est un point essentiel. Récemment, tu as utilisé ton réseau pour développer, en tout cas trouver les financements pour une maison des femmes à Marseille. Donc là aussi, tu penses que les choses auraient été totalement différentes? Je soulignais quelques noms dans l'introduction de ces stars. Actrices, acteurs, chanteurs qui se sont prêtés au jeu, qui ont mis en avant le fait qu'il devait être nécessaire de développer d'autres maisons des femmes, et donc commençons par Marseille. Est-ce que tu penses que sans eux, cette récolte financière aurait été impossible, beaucoup plus compliquée? Est-ce que eux-mêmes, en plus de se prêter au jeu, ont aussi financé un petit peu la maison des femmes? Alors je sais pas s'ils ont donné, mais personne n'a fait un gros chèque. Je pense aujourd'hui que ça n'aurait pas marché du tout si j'avais pas eu ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est une levée de fonds entièrement sur les réseaux. Je discutais hier avec les gens qui s'occupent du Téléthon. Ils ont vraiment vu, entre le moment où ils avaient commencé sur les réseaux et le moment où la télé s'en est mêlée, les dons ont explosé. Donc il y a des vecteurs qui fonctionnent bien. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, si tu n'as pas des influenceurs, des gens qui arrivent en disant « moi j'ai 1 million de followers, moi j'en ai 5 millions », c'est ça qui marche. Et ces gens-là, je peux te dire qu'il y a 10 ans, je savais même pas qu'ils existaient. Donc évidemment, je n'avais aucune chance que ça marche. Ils sont tous venus vous voir quand même? Alors tu sais, c'est comme une petite montagne que tu escalades. C'est-à-dire, tu tires Alexandra Lamy, elle te dit « ah, mais attends, je vais appeler Philippe Catherine », qui dit « attends, je vais appeler Nora Malagré », et etc. En fait, tous ces gens-là sont tous potes. Et quand il y en a un qui a envie et qui donne envie à ses copains, ils arrivent. Ils viennent. D'accord. Mais ils sont tous venus visiter la maison des femmes? Presque tous sont venus. Philippe Catherine n'est pas encore venu, j'ai beaucoup de demandes. Combien vous avez récolté? Alors, on a récolté 170 000 en gros. L'objectif, c'était 150 000 pour pouvoir se lancer dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'on avait promis à Marseille un chèque de 150 000. Voilà. Et puis évidemment, on a eu des frais, etc. Donc on va leur faire un chèque de 150 000. Et c'est ça qui est joli. Parce que, tu vois, moi, on m'aurait donné il y a 10 ans un chèque de 150 000, j'aurais été très contente. Revenons sur cette date-là, le 8 juillet 2016. Inauguration de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Souvenir? Alors, un monde fou. Et je pense qu'on était dans un moment où il y avait strictement rien d'intéressant dans l'actualité. Et donc, j'ai vu arriver Libération, Paris Match. Je n'en revenais pas. Parce que j'étais encore c'est une petite structure de proximité. Ok, l'aventure est mignonne, etc. Mais les médias nationaux étaient là. Ouais, vraiment. Comment ils ont l'habitude de définir ces médias? Moi, je disais Wonder Woman, tu vois. Ouais. Les tout premiers, c'est le L. Et j'ai mis un moment avant de comprendre. C'est mon mari qui m'a expliqué. Le Dr House des femmes. Oh, d'accord. Le docteur Maison, oui, bien sûr. Parce que je ne boite pas. Ça marche pas mal, ça. Et quand on parle de la Maison des Femmes, est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est un modèle unique en France? Ou est-ce que tu as vu apparaître avec toi, mais peut-être
peut-être différemment d'autres modèles assez proches. Bien sûr, on a des vraies petites sœurs. On a Bordeaux et Brive-la-Gaillarde qui sont très inspirées sans être exactement des copier-coller. Marseille sera probablement presque copier-coller. La Pitié-Salpêtrière est en train aussi de créer quelque chose d'extrêmement semblable, même si ça sera, je pense, le modèle le plus proche. Donc non, le réseau est lancé. Après, ce qui lui manque, c'est un véritable engagement national. Et comme tu le sais, c'est mon next step. Parlant de la nation, récemment, un sondage commandé par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes révélait que près d'une Française sur deux, 45%, déclare avoir été déjà victime de violences sexistes ou sexuelles. Donc toi qui luttes directement ou indirectement contre ces violences depuis des années, est-ce que ce chiffre te surprend encore? Non, il me paraît en deçà de la réalité parce que je pense qu'il faudrait... Enfin, les violences sexistes et sexuelles, c'est très vaste. D'accord. Si dans une salle avec 100 femmes, tu dis qui n'a jamais été emmerdée parce qu'elle était une femme, je pense qu'il y a peut-être une seule qui va pas lever la main, vraiment. Parce que tout est propice à ça. Parce que nous sommes un peu quand même depuis toujours des proies, que ce soit dans le métro, dans la rue, dans un entretien d'embauche, en tant qu'étudiante en médecine. Enfin, tous les moments de notre vie sont des moments potentiellement où on peut se faire agresser. Alors je dis pas qu'on s'est toutes fait violer, mais l'agression sexiste, le truc très fréquent. C'est d'une banalité. Les mecs ne s'en aperçoivent même plus. Pour eux, c'est normal, c'est ok. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu ne revendiques pas forcément dans la rue. Toi, tu fais un peu différemment. Tu utilises plutôt des tribunes dans la presse. Donc, tu as co-signé une tribune dans Libération pour alerter les pouvoirs publics sur les violences faites aux femmes et réclamer donc la mise en place de moyens concrets. Est-ce que tu as vu ces dernières années une évolution des politiques publiques sur ces sujets-là? Oui. Quand même. Très clairement, d'abord en termes de visibilité, et là je pense que les gens n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des associations de féministes ont commencé à compter les mortes, tu vois, c'est quelque chose qu'on faisait pas il y a 10 ans. On disait encore un drame de la jalousie, encore un drame de l'amour, et même avec Marie Trintignant, tu vois, c'était un drame de la jalousie, c'était spécial. Aujourd'hui, on sait que c'est pas si spécial que ça, et que tous les 3 jours, il y en a une qui meurt parce que son mari a décidé qu'elle était un objet, et que si cet objet décidait de quitter la maison, c'était pas possible. Il valait mieux que cet objet soit mort. Donc, les pouvoirs publics ont été confrontés à ce conte qui est quand même assez macabre, et en même temps, tout a explosé. Weinstein, MeToo, Sarah Abitbol, comment elle s'appelle, la jeune actrice qui a dit on se lève, on se casse. Bref, Flavie Flament, enfin, tous les jours, tu as une histoire. Tous les jours, je pense que le gouvernement se reprend une petite couche de « et qu'est-ce que tu fais pour que ça change ?» Donc, ils sont obligés de donner des réponses. Et on a bien vu avec le Grenelle, qui était « bon, vous voulez quelque chose, les filles, on va faire un Grenelle. » Et on a mis 1 an à avoir des propositions très concrètes. La moitié d'entre elles ne sont pas encore déployées. Mais on a écrit des trucs, on a pris des engagements, on a promis. Tu vois une évolution positive. Parmi tes engagements, il y a ceux pour la lutte pour la PMA et pour l'extension du droit à l'IVG. Donc là, on touche des sujets qui divisent encore aujourd'hui une bonne partie de l'opinion et de la population. Qu'est-ce que tu réponds à tes détracteurs? Et puis aussi, est-ce que tu as parfois eu des gens qui auraient pu s'engager pour toi financièrement dans la Maison des Femmes et qui, suite à ces déclarations, on peut dire c'est pas pour moi? Alors j'ai eu des gens, et ça m'a un peu surprise, ils ne se sont pas engagés, mais ils m'ont demandé d'axer ma communication différemment. Par exemple, des entreprises qui travaillaient énormément en Afrique m'ont dit tu parles pas trop de l'excision, parce que ça va fâcher nos clients. Et tu vois, j'aurais jamais pensé. Qu'est-ce que tu fais toi dans ces cas-là? Moi, je joue le jeu parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils me donnent de l'argent. Mais ça m'a interpellée. Et d'autres qui me disent bon, on va pas trop mettre l'accent sur l'IVG. Demande pas des moyens pour l'IVG. Parle de l'excision, ça plaît. Parle des violences. Parle pas trop des viols parce que ça, voilà. Tu vois, chacun a sa petite zone de sensibilité. Je m'adapte. Tu vois, mon objectif n'est pas non plus de choquer. Et je comprends que l'IVG soit clivante. C'est typiquement un sujet sur lequel, quelle que soit la religion, quelle que soit l'éthique, on est capable de s'entretuer parce qu'on n'a pas la même définition de qu'est-ce que c'est la vie et jusqu'où une femme a-t-elle le droit de disposer de son corps. Et je crois que c'est là qu'on bute.
Dis-moi, à quel moment dans ta vie professionnelle, même dans ta vie toute court, tu t'es senti le plus fier? Un moment. La naissance d'un enfant, la première pierre en 2016, la Légion d'honneur. Et à quel moment tu t'es dit, voilà, une certaine fierté? La première naissance que tu as donnée. Ouais. Tous ces moments-là sont des moments de fierté. Professionnellement, ce qui me rend vraiment, vraiment très heureuse, c'est quand je rencontre un médecin que j'ai eu comme interne. Et tu vois, j'ai eu, des centaines d'internes, et qui me dit, tu sais, tu as changé ma façon de faire la médecine. Je crois que plus que la Légion d'honneur, c'est mon kiff. C'est ton kiff. Une journée dans la vie de Radha à thème, ça ressemble à quoi? Comment te dire, ça ressemble à un truc super frustrant. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu dis voilà, j'ai un clitoris au bloc opératoire, ensuite j'ai une IVG, ensuite je dois voir un journaliste, ensuite j'ai ma consultation, ensuite, et en fait ça ne se déroule jamais comme tu l'as prévu, parce qu'il se rajoute des urgences, parce qu'il se rajoute des complications, et c'est compliqué. J'ai une énorme chance, c'est que je dors peu, ce qui me permet de rattraper mon retard la nuit. Donc je fais ce que je ne peux pas faire la nuit, je le fais vite dans la journée. Et après je me dis, écoute, tu dormiras encore moins, c'est pas grave, tu vas finir. C'est assez chaotique en fait. C'est chaotique. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller plus vite dans la maison des femmes si tu mettais de côté ou si tu n'exerçais plus ton métier de médecin? Oui, je pense que je dormirais plus parce que je gagnerais du temps. Mais en même temps, ça marcherait 2 ans, tu vois, je n'exclus pas qu'en fin de parcours, je lève encore le pied. Mais au bout d'un moment, tu ne sais même plus de quoi tu parles, puisque tu n'es plus en contact avec les gens, tu es très déconnecté du terrain, et ça devient très théorique, et tu répètes, en fait. Moi, ce qui me rebooste aussi, c'est de retourner voir une femme, et de m'apercevoir que, ce que je lui ai dit change les choses pour elle. Et donc, ça me redonne foi dans ce que je fais. Ça me paraît important. Merci Radha. Maintenant, passons à quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prête? Est-ce que j'ai le droit d'invoquer un joker? Allez, je te donne un joker aujourd'hui. Monsieur est très bon. Oui, parce que c'est toi. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents? Qu'est-ce que j'ai pas osé? J'ai bien dû l'avouer à un des deux, mais pas à l'autre. On venait de m'acheter mes premières lunettes, je suis très très myope. J'ai couru dans la rue, elles sont tombées, une voiture est passée dessus. Elles étaient complètement mortes. Et comme j'avais un papa qui était assez bienveillant et une maman qui était assez autoritaire, je suis allée voir mon papa, on a racheté les lunettes. Ma mère ne l'a jamais su. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? Aller voir mon amoureux assez loin, entre 2 gardes, alors que j'étais explosée de fatigue et que j'aurais pas dû le faire. Ça s'est bien passé? Oui, je suis revenue en une pièce. Quelle vérité tu n'as jamais osé dire? Il y a des gens de ma famille proche à qui j'ai jamais osé dire que je les aimais plus, parce que c'est indicible. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais osé dire je t'aime? À l'inverse? Non, ça j'ai toujours réussi. Jusqu'où oserais-tu aller pour lutter contre les violences faites aux femmes? Alors je n'irai pas jusqu'à m'immoler devant le ministère de la Santé, mais je serais prête à vraiment investir énormément de temps, d'énergie, à ravaler une certaine fierté, à m'accommoder de beaucoup de choses, parce que j'ai toujours pensé que l'objectif ne primait pas sur l'éthique. C'est pas vrai, je sais pas ce que je veux dire, mais que on doit être capable d'accepter des tas de choses si on est persuadé que ce qu'on fait est juste et a du sens. Quel échec tu n'as jamais osé avouer? T'as connu beaucoup d'échecs dans ta vie? Oui, bien sûr que j'ai eu des échecs. J'ai eu des échecs amoureux. J'ai eu des échecs. Si j'ai pas réussi à avoir mon diplôme d'échographiste, ça m'a fait beaucoup de peine puisque j'ai pas eu la bonne note. T'aurais pu devenir échographiste? Enfin, si tu veux, c'était un diplôme en plus que j'ai passé. Et puis j'ai pas eu une bonne note en physique ou je sais pas quoi. Ça s'est arrêté assez vite. Mais... Ça s'est arrêté assez vite. C'est la vie. Quel est ton objet fétiche que tu n'as jamais osé dévoiler? Et comment veux-tu que si je ne l'ai jamais osé dévoiler, je vais te le dévoiler aujourd'hui? C'est pas, mais... Joker! Joker, voilà. Tu sais que tu n'as plus le droit à beaucoup. Tu sais quoi? On va terminer par un quiz. Tu as 2 choix de réponse simples qui sont oui ou non. Mm-hmm. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse? Oui. Si elle
peut servir à quelque chose. Si elle fait juste de la peine, c'est pas la peine. Est-ce que tu oserais trahir pour réussir? Non. Tricher pour réussir? Oui, un peu. J'aime beaucoup le oui un peu. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique? Non, parce que je crois que ça m'ennuierait beaucoup, il n'y a pas assez d'action. Par contre, j'accepterais une mission très technique. Oh, plutôt de mission. Ouais, non mais alors... Est-ce que tu oserais dénoncer des établissements de santé, justement dans cette mission, qui ne se soucient pas assez de la cause des femmes? Oui, bien sûr, après dénoncer, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, souligner, attirer l'attention, mettre en évidence, bien sûr. Est-ce que tu oserais décliner une invitation à l'Élysée? Oui, si c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et est-ce que tu oserais tout recommencer à zéro? Non, j'ai plus le courage. Radha, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ose. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré et surtout donné envie d'oser. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour en parler autour de vous. Notez 5 étoiles et laissez un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez tout simplement envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn. Il suffit de taper mon nom, Alexandre Mars, ou envoyer un email sur podcastose@gmail.com. Enfin, si vous aimez les histoires uniques, retrouvez-moi aussi dans mon autre podcast, Contre toute attente, où mes invités ont aussi osé à leur manière et nous racontent comment ils ont réussi à déjouer les statistiques